Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Solène et moi, on va vous parler en fait de l'analyse des mouvements de la mâchoire et des lèvres dans le cadre d'une sclérose latérale amyotrophique. Alors tout d'abord, pour rappel, la SLA, c'est une maladie neurodégénérative qui affecte les motoneurones supérieurs et inférieurs suite à une paralysie progressive des membres, du tronc et des muscles orofaciaux. Alors la SLA, elle se divise en deux catégories. Donc tout d'abord, vous allez avoir la forme bulbaire. La forme bulbaire, elle se centre en fait sur un déficit des muscles de la sphère orofaciale. Donc ça va résulter en l'apparition d'une dysarthrie d'une part, mais également d'une dysphagie importante pour le patient. La deuxième forme, il s'agit de la forme spinale et celle-ci, elle va se concentrer en fait sur une paralysie progressive des membres. Alors, en recherche, l'analyse des mouvements des muscles orofaciaux est particulièrement intéressant parce qu'en fait, il permet de prédire à la fois la progression de la maladie et la diminution de l'intelligibilité du patient. C'est pourquoi Solène et moi avons trouvé intéressant de vous présenter cet article qui, lui, s'intéresse précisément aux mouvements de la mâchoire et des lèvres. Alors, quels sont les objectifs de cette étude? Tout d'abord, c'est de classer les mouvements de la parole en deux stades. Donc, présymptomatique, un stade plutôt léger, et symptomatique, modéré à sévère, sur base justement de ces mouvements des lèvres et de la mâchoire. Ensuite, on va identifier quelles sont les mesures qui permettront de détecter le passage d'un stade à l'autre. Alors, notre échantillon est constitué de 64 participants, donc 29 femmes et 35 hommes, qui sont atteints de la maladie de la SLA. Ils sont anglophones, ils n'ont pas de troubles auditifs ni cognitifs. 53 ont présenté un début spinal et 11 un début bulbaire. Alors, concernant la méthode qui a été utilisée, donc, il s'agit d'une méthode qui se déroule sur 3 mois. Elle comptabilise 192 sessions d'enregistrement. Et on va demander aux patients en fait, de répéter 10 fois la phrase « Bye Bobby, a puppy » avec un débit de parole et une intensité confortable pour le patient. Et concernant l'enregistrement des mouvements de la sphère orofaciale, donc plus particulièrement des lèvres et de la mâchoire, on va avoir des capteurs du mouvement qui vont se situer sur le visage, plus précisément sur les lèvres, les commissures labiales et la mâchoire, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Alors, plus particulièrement, au niveau de la méthode, les chercheurs se sont intéressés à deux types de mesures. Tout d'abord, les mesures qu'on appelle bulbaires. Elles vont permettre en fait de créer les deux catégories dont Solène vous a parlé, à savoir la catégorie des présymptomatiques, qui correspond à un stade léger de la maladie, versus le groupe des symptomatiques, et donc ceux qui présentent un stade modéré à sévère. Alors pour créer ces deux groupes, on va s'intéresser aussi à 3 mesures, à savoir un score bulbaire. Celui-ci va être calculé sur base d'une échelle subjective que vous pouvez voir entre parenthèses, qui s'intéresse en fait à l'impact de la SLA dans la vie quotidienne de notre patient. Elle s'intéresse à 3 domaines particuliers, à savoir la parole, la déglutition et la salivation. On va aussi utiliser un test d'intelligibilité. Donc celui-ci, ça va être le pourcentage de mots qui vont être correctement retranscrits par un auditeur qui entend une personne dysarthrique prononcer une phrase. Et on va s'intéresser, ça va être le cœur de notre étude, au débit de parole, à savoir le nombre de mots par minute. Et on va prendre la limite de 160 mots par minute afin de pouvoir créer nos deux groupes. Alors les chercheurs s'intéressent aussi, comme le titre de l'article le présente, au mouvement. Alors, on va s'intéresser tout d'abord à l'amplitude d'un mouvement. Donc, si vous faites un A, vous allez avoir une distance verticale qui va être beaucoup plus importante que si vous faites un I, qui sera beaucoup plus petit. On va s'intéresser à ce qu'on appelle la vélocité ou vitesse de réalisation du mouvement. On va s'intéresser à l'accélération. Donc, en fait, c'est un changement de vitesse lorsque vous effectuez un mouvement. On va s'intéresser à un indice de fluidité du mouvement et on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'étendue de la zone d'articulation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le triangle qui va être formé entre votre lèvre supérieure, votre lèvre inférieure et votre commissure labiale. Donc, ça va être le mouvement latéral qui va être fait. Par exemple, si vous prononcez un I, l'étendue articulatoire sera beaucoup plus large que si vous prononcez un O. Alors les chercheurs, leur question, ça va être de pouvoir se demander, est-ce qu'uniquement sur base de l'analyse des mouvements de la mâchoire et des lèvres, on peut retrouver exactement la même catégorisation qui a été faite par les mesures bulbaires? En français, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que uniquement les mouvements de la mâchoire et des lèvres permettent de classer correctement un individu comme présentant un stade léger, présymptomatique, ou un stade modéré à sévère, à savoir symptomatique?
Alors, au niveau des analyses, donc, nous avons nos deux groupes et les chercheurs se sont demandé si la limite des 160 mots était pertinente. Et en effet, avec les 3 algorithmes qu'ils ont utilisés, ils ont pu prouver qu'elle était bien pertinente. Ensuite, ils ont réalisé un test de Wilcoxon, donc c'est-à-dire des comparaisons de groupes qui permettent de dire que les mesures quelles sont les mesures qui seront les plus pertinentes pour justement classer un individu dans un groupe ou dans l'autre. Alors, au niveau des résultats, nous pouvons voir que les mouvements des lèvres et de la mâchoire peuvent effectivement être distingués avec une grande précision de 87%, et donc entre les deux classes, et ça permet une détection de la détérioration donc de la maladie chez notre patient. Alors, si nous regardons plus précisément ce tableau, nous pouvons voir que l'étendue articulatoire, comme vient de le dire Evelyne, entre les deux lèvres et la commissure labiale, l'étendue est plus large chez les patients qui sont plus sévèrement atteints, de manière significative, ce qui s'explique par le fait que les mouvements des patients sont moins précis. Alors, la vitesse et l'accélération sont diminuées de manière significative et la fluidité du mouvement est également plus basse. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude? Eh bien, on a bien vu qu'il y a bien un lien entre les mouvements orofaciaux et le déclin de la fonction bulbaire dans la SLA. Ceci est associé avec des mouvements de la mâchoire et des lèvres qui vont être plus longs, plus lents, et une zone articulatoire des lèvres et de la mâchoire qui va être plus large. Donc comme vous l'a dit Solène, ça correspond en fait avec une imprécision au niveau des mouvements, et des mouvements qui vont être significativement moins fluides. Ceci est associé avec l'apparition d'une dysarthrie mixte, donc qui est caractéristique de la pathologie et qui donc va s'exprimer via une imprécision articulatoire qui est particulièrement grande, une imprécision sur les consonnes et sur les voyelles. Alors, quelles sont les implications et les perspectives de cette étude? Tout d'abord, l'intérêt d'avoir une évaluation précise pour pallier les troubles orofaciaux et donc mettre en place des systèmes de communication alternatifs ou augmentatifs, des stratégies d'adaptation et de communication et une prise en charge de la déglutition et un régime adapté. Ensuite, il faut faire attention à l'impact des limites de ces mouvements orofaciaux parce que ça va provoquer une articulation laborieuse et des difficultés de préparation du bol alimentaire. Et enfin, en recherche, il faudra voir si nous pourrions enregistrer ces mouvements afin de créer des systèmes d'analyse automatique qui nous permettraient justement de voir la détérioration de la maladie de manière plus simple. Ensuite, le classement des participants en 2 stades pourrait permettre de tester peut-être de futurs médicaments pour les symptômes de la SLA. Alors, notre présentation, elle s'achève petit à petit. Si vous deviez retenir 3 points essentiels de celle-ci, c'est tout d'abord que la logopédie, elle apparaît comme une profession de première ligne pour ces patients, parce qu'effectivement, c'est chez vous, ainsi que chez les kinés, que les patients avec SLA vont se tourner dans les premiers professionnels. C'est donc important d'avoir une évaluation qui est régulièrement actualisée, de pouvoir mettre en place des lignes de base qui sont précises. Ceci pourra permettre de repérer les signaux les plus pertinents pour repérer la dégradation de l'état de santé de notre patient. Et enfin, la logopédie est la plateforme de relais entre les différents professionnels et ce patient. Nous aurons donc un rôle primordial. Merci pour votre attention.